Ave Maya, Startupitari Liberace Fundari, soit la libération des fonds quand on fait une levée. Aujourd'hui, je suis avec Rand Indy. Rand, tu as créé une boîte qui s'appelle Snips et tu es connu pour être le mec qui a prophétisé la fin de la technologie par l'intelligence artificielle. Rapidement, le pitch de Snips, c'est quoi? Avec Antus. Avec César, respect et robustesse. Respect et robustesse, Caius C+. Alors, les nouvelles sont bonnes? Ce qu'on s'est aperçu en créant la société au début, c'est que les humains doivent faire énormément d'efforts pour s'adapter et apprendre à se servir des machines. Et donc le résultat de ça, c'est quoi? C'est que plus tu veux utiliser la technologie, plus finalement tu dois faire un effort pour utiliser la technologie. Et au bout d'un moment, tu arrives à saturation et globalement, tu ne peux plus utiliser de la technologie. Ce qu'on pense en fait, c'est que l'intelligence artificielle permet à tous ces objets qu'on a dans notre quotidien de comprendre comment communiquent entre nous comme les humains, donc en langage naturel. Et donc de finalement totalement enlever ces interfaces et frictions qu'on a avec la technologie au quotidien. Donc chez Snips, très concrètement, vous faites quoi? C'est quoi le cœur de Snips? Notre objectif, c'est de mettre une intelligence artificielle dans tous les objets de la planète. Et pour ça, on a créé une plateforme vocale pour les objets connectés qui permet à tout le monde de mettre de la voix dans son propre produit. Donc si tu fabriques une télé, si tu fabriques une bagnole et que tu veux que les gens puissent lui parler, tu peux utiliser notre techno pour faire ça. Donc ce produit-là, c'est Snips, c'est ce que vous construisez, mais vous le déclinez dans d'autres sous-produits pour en montrer l'usage, c'est ça? Alors, on a créé pas mal d'applications mobiles au début, basées sur cette techno. Maintenant, on a ouvert cette techno pour permettre à tout le monde de mettre de la voix dans son propre produit. Et on a effectivement nos propres produits en interne, un petit peu de démonstration de cette technologie. Mais on part du principe que c'est beaucoup plus facile pour nous d'arriver à mettre de l'IA dans tous les objets en étant l'assistant que tout le monde intègre dans ces objets plutôt que de créer nous-mêmes ces objets. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. L'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est une science. On est passé d'un modèle où on créait de l'intelligence artificielle, où on essayait de reproduire notre fonctionnement intellectuel en essayant de dire, voilà, comment je fais pour voir que ça est un bol. Essayez de décrire le modèle intellectuel qui fait que vous comprenez que c'est un bol. Je vous souhaite une bonne chance. Vas-y, essaye de décrire le modèle intellectuel. Comment on reconnaît que c'est un bol? Justement, ça c'est hyper intéressant comme question parce qu'une machine et un humain ne regardent pas le monde de la même façon. La différence entre l'intelligence artificielle et la programmation, c'est que quand on veut justement programmer un ordinateur pour qu'il reconnaisse un bol, il fallait que nous on crée une image et un modèle de ce bol. C'est-à-dire que quelque part, il y a moi en tant qu'humain, je regarde ce bol et je me dis, donc un bol c'est un truc qui est rond, qui est un petit peu incurvé comme ça, qui a de la profondeur, et ensuite je vais créer un programme informatique qui décrit ce bol. Mais on est d'accord que c'était quand même très difficile, parce qu'en fait notre vision est un processus qui est tellement inconscient que réussir à le décrire, c'était quand même la merde. Ouais, et encore un bol, c'est relativement simple, mais pour des procédés plus compliqués qu'on ne peut pas appréhender de manière objective en tant qu'humain, c'est impossible d'écrire un programme pour le faire. Et par exemple, si on prend ce M&M's, entre le M&M's et la balle de tennis, comment on fait pour les différencier? On le mange. Si tu manges une balle de tennis, clairement ça n'a pas du tout le même goût. C'est pas bon, Et c'est fini! Donc voilà, tout ça pour dire que l'intelligence artificielle, ça permet de résoudre ce problème. Et donc qu'est-ce qui s'est passé dans le milieu de l'intelligence artificielle? Qu'on explique aux gens, parce qu'on parle beaucoup de deep learning, de machine learning aujourd'hui. Ouais. Donc on s'est dit, on va arrêter de décrire le bol. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a fait du coup? C'est quoi le machine learning? Alors, donc l'intelligence artificielle, c'est le fait de reproduire un comportement humain dans une machine. Le machine learning, c'est une technique qui permet de créer de l'intelligence artificielle. Et l'idée du machine learning, c'est que plutôt que de décrire ce bol et de le programmer, on va donner tout un tas d'exemples de bols à la machine qui va par elle-même apprendre comment représenter un bol. Donc par exemple, si je prends une photo de 15 bols différents et que je le donne à la machine, la machine va apprendre à représenter un bol sans que j'ai besoin de lui expliquer ce que c'est. Et le deep learning est une technique de machine learning. Donc on peut vraiment voir ça comme ça. Le deep learning est une branche du machine learning qui est une branche de l'intelligence artificielle. Et la grosse différence… Mais c'est la branche qui explose aujourd'hui, qu'on comprenne bien ce qu'on dise aux gens. Mais parce que c'est tellement plus facile de collecter de la data et de donner des exemples à la machine que de comprendre ce qui se passe et de le programmer. Et donc ça nous permet d'éviter de programmer des machines et à la place, en fait, on apprend à des machines. On passe de la programmation à l'apprentissage. Et quand on fait de l'apprentissage, l'implication humaine est tellement petite
que forcément c'est beaucoup plus simple à faire, on peut modéliser des choses beaucoup plus compliquées, ça met beaucoup moins de temps, c'est beaucoup moins cher. Et tout ça ensemble fait que l'intelligence artificielle est en train d'exploser. Donc pour faire simple, imaginez que vous avez des milliers de photos, où c'est marqué cette photo c'est une photo de bol, vous donnez les milliers de photos à regarder à la machine, et après quand vous lui montrez une photo, il dit ouais, non mais je connais ça, c'est un bol. Bon, ça a l'air très simple comme ça, en vrai c'est assez compliqué à mettre en œuvre, et c'est un modèle de recherche. C'est un modèle de recherche qui est ultra concurrentiel aujourd'hui dans le monde. Les ingénieurs en machine learning s'arrachent. Les grosses corps ont tous des départements machine learning colossaux. Et tu vas avoir des boîtes comme DeepMind qui, au final, ne sont que des boîtes de RH. C'est-à-dire que tu as des boîtes, en fait, elles se créent. Elles recrutent 70, 80 super ingénieurs, font une belle démo. Et après, c'est globalement les enchères entre Apple, Google et Facebook, quoi. Ouais, je pense que ça, c'est un peu fini. Ça me rappelle beaucoup au début quand on a commencé à faire du mobile. Tout le monde s'arrachait les développeurs mobiles parce qu'il y en avait très peu qui étaient vraiment compétents, qui étaient vraiment bons. Le machine learning, plus on avance, plus les outils commencent à se démocratiser, plus les formations commencent à apparaître et moins finalement le talent devient rare. Il est où le magno? Ils ont mangé le magno? Par contre, je pense là où il y a des véritables enjeux, c'est dans la recherche en machine learning. C'est-à-dire quand il faut inventer les nouveaux algorithmes, quand il faut un petit peu pousser les frontières de ce qui est faisable facilement aujourd'hui. Tiens, regarde, j'ai pensé à une sorte de machine qui permettrait de monter au sommet des pyramides, en fait. Otis, on peut en parler un petit peu plus tard. Mais surtout, la valeur et la complexité dans l'intelligence artificielle se situe au niveau de la data. Comment est-ce qu'on peut faire pour collecter de la data qui va nous permettre d'apprendre des choses à ces algorithmes? Parce que si tous les algorithmes sont ouverts et sont utilisables par tout le monde, la vraie différenciation se fait au niveau de la data. Et je pense que le prochain gros domaine dans l'intelligence artificielle sera la génération de données. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour générer de la donnée synthétique quand on n'a pas d'utilisateur, quand on n'a pas de données d'entraînement, pour pouvoir en fait finalement faire apprendre des choses à ces machines. C'est ça. Je vois pas en quoi c'est une bonne nouvelle, mais c'est ça. Donc je donne un exemple concret. Nous chez Snips, on s'intéresse à la compréhension du langage naturel, mais vu qu'on n'a pas d'utilisateur au début, comment est-ce qu'on fait pour comprendre le langage quand on n'a pas d'exemple de gens qui parlent? Et en fait, on a synthétisé de manière artificielle du langage, mais de qualité humaine. Ce qui fait qu'on est capable de reproduire la donnée qu'on aurait générée avec des centaines de milliers d'utilisateurs sans jamais avoir eu un seul utilisateur. D'accord, donc en fait, tu génères de la fausse conversation et t'entraînes ta base de connaissances avec ça. Exactement. Et ça, je pense que ça va être un gros sujet dans le machine learning dans les années qui viennent. Donc le fait d'être capable de générer des faux humains, ça rentre vachement dans la théorie de la simulation, en fait, ce sujet-là. Ouais, je pense que tout ça, ça joue. C'est-à-dire que quand on veut simuler des environnements en réalité virtuelle avec des humains ou dans des jeux, finalement, on est en train de simuler des comportements humains et on peut utiliser ce même type de simulation pour créer des jeux de données qu'on peut réentraîner et utiliser sur des vrais humains. Tu veux dire qu'un jour, grâce au machine learning, le PNJ il sera moins con, quoi? Le PNJ? Tu sais, dans les jeux, tu as le PNJ qui te oui. donne les quêtes. La discussion est quand même toujours un peu, tu vois, un peu débile, ouais. T'as quand même vraiment l'impression de parler à un magnétophone, quoi. Mais bien évidemment. La raison pour laquelle, en fait, aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir une conversation avec une machine, c'est que quand la conversation est totalement ouverte, c'est-à-dire qu'elle peut aller dans tous les sens comme c'est en train de se passer maintenant, là, c'est très difficile pour une machine de comprendre exactement et de suivre sans avoir véritablement une intelligence horizontale comme un humain. Donc c'est pour ça qu'on voit que les applications qui marchent bien sont des applications très verticalisées, du type assistant vocal à qui je demande de faire une tâche en particulier, et pas vraiment des conversations philosophiques autour d'un sujet assez compliqué, quoi. D'accord. Snips, du coup, quand ça a été créé, ça fait de la R&D. Il n'y a pas nécessairement de produits directement utilisables avec des clients qui rapportent de l'argent. Donc, pour vivre, il faut que tu arrives à trouver quelques projets de R&D marrants en coproduction avec des boîtes, du financement de la recherche et des fonds d'investissement en clair. Ouais, alors, pour expliquer un petit peu l'historique de la boîte, parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup communiqué dessus pour l'instant, on a démarré en 2013 comme un laboratoire de recherche en IA, donc un peu une boîte de conseil en intelligence artificielle. Les grands groupes venaient nous voir, nous donnaient du financement, de la data et on faisait quelque chose d'intéressant avec. On a bossé avec SNCF, avec pas mal de gens. Ensuite, on est devenu une start-up, c'est-à-dire qu'on a essayé de productiviser ce qu'on faisait. On a levé une première fois des fonds, il y a 2 ans. On s'est lancé dans tout ce qui était assistant intelligent pour smartphone, qui a donné en fait suite à notre produit phare aujourd'hui qu'on vend, avec lequel on génère des revenus, qui est donc cette plateforme vocale. Si tu réussis, je te couvrirai d'or.
Notre objectif a toujours été le même, c'est-à-dire que la vision depuis le premier jour a toujours été la même, c'est de faire disparaître la technologie en mettant de l'IA dans tous les objets connectés de la planète. Sauf qu'on l'a fait en plusieurs étapes. Pour tous les ouvriers que tu pourras trouver, fais creuser les fondations là-bas. Là, à côté du palmier, on va faire une grande dalle avec plein de statues, qu'on appellera la grande dalle avec plein de statues. Et là-bas, les jardins, avec des oliviers, des orangeades, des seuls pleureurs, des seules meunières. Ouais. Et là-bas, le palais. Luxuriant, magnifique, chamarré, avec une grande cour où il y aura plein de danseuses qui pourront danser. Et juste là, un petit géranium. Et on commence aujourd'hui, en fait, à véritablement être capable de démocratiser notre plateforme. Je te remets la toge. Remets-moi la toge. Du coup, quand tu dois faire ça, le problème, c'est que je suppose que quand tu vas pitcher du VC ou ce genre de gens, tu débarques avec un discours qui est bon, nous, on va faire disparaître la technologie en apprenant aux machines à penser comme des êtres humains. Le pitch est sympa, mais je pense que des cintrés totales qui viennent les voir en leur disant je suis capable de le faire, il y en a une partie. Ouais. Comment est-ce que tu arrives à te différencier par rapport à cette bande de cintrés et à du coup générer une crédibilité qui te permet de réellement faire cette avancée-là? Qu'est-ce qui t'a fait? Est-ce que le MIT Under 13 par exemple, ça a été un truc vraiment important pour toi? Ça a été utile et ça a fait plaisir à ma mère. Ça m'a apporté pas mal de presse au début. Là, on a annoncé récemment notre série A de 13 millions de dollars pour justement le lancement de ce nouveau produit qui est notre plateforme vocale pour objets connectés. Et la manière dont c'est distingué de tous les Amazon et Google qui ont tous des offres similaires, c'est qu'aujourd'hui, on est la seule solution sur le marché qui tourne en local sur l'objet et non pas dans le cloud. C'est-à-dire que toute la voix est analysée et processée directement dans l'objet avec lequel on interagit et pas dans le cloud. C'est le but un peu de TensorFlow Lite en fait. Alors TensorFlow Lite est un framework, après c'est pas suffisant pour faire tourner un assistant. Oui, non, je suis bien d'accord, mais c'est un peu cette idée d'entraîner sur des serveurs, de prendre ton réseau neuronal ensuite, de le réinsérer dans le device, quoi. Exactement, et ça c'est très important parce qu'en fait la voix, faut pas oublier que c'est une donnée biométrique et qu'en tant que donnée biométrique, ça pose énormément de questions de privacy. Ouais, puis il y a un autre sujet, c'est qu'Internet, c'est de l'IO, le network, c'est lent, et qu'en vrai, parler à un truc qui lag 2 secondes parce qu'il a fait un aller-retour avec un serveur pour te répondre, c'est insupportable. Enfin, c'est inutilisable. Tu peux pas avoir une discussion avec un mec qui bug 2 secondes. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Oui, et alors, je t'ai pas dit, si je t'ai dit, donc, je n'ai pas fait exprès. Itinéraire, je te captais plus là. Mais je vais aller encore plus loin que ça. Le privacy, c'est important parce qu'il y a une nouvelle réglementation en Europe l'année prochaine qui s'appelle le GDPR, qui oblige les entreprises qui veulent proposer un service ou un produit à des citoyens européens à suivre les concepts du privacy by design. Or, si tu fais de la voix dans le cloud, par définition, tu ne peux pas être private by design. Si tu le fais chez Clever Cloud. La GDPR, nous, on est très contents. Non, mais toi, tu es GDPR compliant, mais celui qui fait le produit et qui fait son traitement dans le cloud, son traitement de la donnée n'est pas compliant parce que la seule façon qu'il soit compliant, c'est qu'il fasse une demande de consentement explicite pour récupérer la voix. Sauf que quand tu es chez moi et que tu utilises mon Amazon Echo, que tu es en train de parler chez moi et que c'est enregistré, toi, tu n'as jamais donné ton consentement à Google pour utiliser ton truc chez Amazon, moi. donc, À Amazon ou à Google, ouais. Tricheur! Mauvais joueur! C'est pas correct. Alors que nous, on est aujourd'hui la C'est seule Apple plateforme. qui vient de lancer son enceinte. Ouais. Il n'y a aucune façon d'être compliant en faisant du cloud. Non, celle d'Apple est beaucoup plus chère que les autres. C'est vrai. Mais c'est Apple, c'est un joli produit. Il est bizarre ce sol. Il est pas palpable. Cette façon de ramener le processing sur le device, qui est, je pense, le gros enjeu du machine learning aujourd'hui, parce que encore une fois, tu as ce problème de parler avec 2 secondes de décalage. On pourrait essayer d'ailleurs. Imaginons que je te pose une question. Qu'est-ce que tu penses de l'idée que ça va devenir le mainstream de l'application du machine learning, de le redescendre sur le device? C'est quand même très chiant, quoi. C'est-à-dire que le mec te répond pas, du coup tu t'énerves, tu lui dis Siri, t'es vraiment con, et là il te parle des pattes que t'as demandé il y a la demi-heure d'avant, quoi. Exactement. Et du coup j'ai oublié ta question. Donc redescendre la machine comme ça. Ouais. C'est codé comment en fait, Snip? J'ai entendu beaucoup parler d'un nouveau langage. Ouais. Bon, ok, je fais la com aussi sur Clever du coup, mais j'ai entendu beaucoup parler d'un nouveau langage chez Snips que vous utilisez beaucoup, du Rust. Ouais. On n'est pas nombreux en France à parler de Rust à fond. Je sais que Clever est à fond, Snips, vous êtes à fond. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi Rust chez Snips? Bah écoute, c'est très simple. À partir du moment où tu veux faire de l'IA embarquée,
c'est déjà extrêmement compliqué, c'est extrêmement gourmand en ressources. Donc chaque optimisation que tu peux faire en termes de rapidité d'exécution du code est importante. Donc du coup, on s'est naturellement tourné vers des langages qui étaient assez bas niveau, du C, du C++. On a regardé Rust et on a trouvé que Rust en fait était le seul langage moderne avec du type safety, avec du thread safety, qui permettait en fait assez rapidement de coder tous ces algorithmes de machine learning sans avoir le problème du Python, de latence, ou sans avoir les problèmes, honnêtement, d'impossibilité de faire un truc safe en C, quoi. Donc en fait, Rust, aujourd'hui, est en train de prendre la part sur le low level. Et moi, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, j'ai l'impression que ça va générer énormément de nouvelles innovations dans le low level, donc tout ce qu'on avait abandonné en fait depuis des années, des traitements lourds, des traitements très proches de la machine avec des devices, ce genre de choses. Je me suis retrouvé à faire des trucs en Rust, alors que je suis un Ruster dégueulasse, faut être très clair. Je me suis retrouvé à manipuler à réécrire un mini driver d'une carte NFC. Ça m'a coûté, mais que dalle de temps. Ouais. C'était hyper low level, multi-concurrentiel, ça m'a coûté rien, quoi. Nous, on a commencé à faire du Rust à la base pour faire de la crypto, parce que la crypto, comme c'est extrêmement gourmand aussi, ça nécessite des traitements très rapides. Et on a benchmarké les algos de crypto en C++ versus Rust, versus Java et tout ça, évidemment. Et Rust et le C++ aujourd'hui ont des performances équivalentes. Et donc, à partir du moment où tu as les mêmes performances que faire du C++, mais que tu as tous les avantages d'un langage moderne avec du type safety. Alors ok, bon, c'est un petit peu brainfuck au début quand tu fais du Rust la première fois, mais moi aujourd'hui j'ai 40 mecs dans ma boîte qui font du Rust. Ouais, mais le borrowing pattern... Ouais, mais ça, une fois que t'as compris, quoi. C'est vrai que t'as compris, c'est marrant. Et d'ailleurs, je vais te faire une annonce, c'est pas officiel pour l'instant. On va open sourcer toute notre plateforme d'IA qui est codée en Rust d'ici la fin de l'année. Donc on sera... Tu vas en guerre contre TensorFlow. C'est nous qui avons réussi à pénétrer dans l'enceinte. Mais ils ont été gentils avec nous. Ils nous ont laissé ressortir sans trop nous taper dessus. Non, parce qu'en fait, TensorFlow est un framework de développement d'IA. Nous, on est un peu un genre de VLC pour les assistants intelligents. C'est-à-dire qu'on est un player d'assistants intelligents. On est une plateforme d'assistants intelligents. Tu vois. Donc, TensorFlow, tu peux t'en servir pour générer tes modèles que tu feras tourner dans Snips. D'accord. Donc tu génères tes modèles dans TensorFlow et dans Snips tu le fais fonctionner. Exactement. Et du coup tu peux te démerder pour le faire rappliquer sur ton device, aujourd'hui ton téléphone, et demain pourquoi pas aller jusqu'à la montre ou ce genre de choses. Aujourd'hui on est capable de faire tourner toute notre techno, c'est-à-dire la détection du hot word, la reconnaissance vocale, la compréhension du langage naturel, la gestion du dialogue. Tout en deep learning de bout en bout, on est capable de faire tourner ça sur un Raspberry Pi. On peut discuter peut-être. C'est propre quand même. Hein. Ouais, c'est devenu vénère aussi un Raspberry Pi, mec. Bah, franchement, mec, c'est pas si vénère que ça un Raspberry Pi. Comparé à un smartphone, comparé à ce que tu as dans le cloud. Et là, on va bientôt réussir à le faire tourner sur l'équivalent globalement d'un chip pro, d'un Raspberry Pi 0. Donc là, tu rentres dans des devices à moins de $5. Et là, ça démocratise totalement le côté embarqué. On peut discuter peut-être. Nous vous massacrerons jusqu'au dernier. D'accord, donc ce qui va coûter le plus cher dans le cas présent sera le micro et les enceintes, quoi. Aujourd'hui, ce qui coûte cher, c'est c'est exactement. C'est le CPU et la RAM. Si tu arrives à t'en procurer grand volume, ça coûte pas cher. Le micro, ça coûte encore un petit peu cher, mais ça, il y a des startups qui bossent là-dessus. Globalement, je pense que d'ici 2 ans, de rajouter un stack hardware pour faire du deep learning embarqué pour un assistant vocal, ça coûtera à moins de $10. Ils sont bien, ces Romains. Ils volent mieux que les autres, j'ai l'impression. Est-ce que tu vois ce qu'on fait chez MyAmateur ou pas du tout? Non. Vous êtes nouveau ici? Oui, en fait, on vient d'être muté dans le coin. Oui, c'est pour ça. Donc MyAmateur, c'est un projet publicly funded où en fait, on s'est dit en France, c'est tout à fait sympathique, les mecs qui nous expliquent qu'ils ont fait une école de commerce il y a longtemps, qu'ils ont cadre intermédiaire dans une grosse boîte, qu'ils ont 35 ans, qu'ils vont débarquer à Nantes parce qu'ils habitaient à Paris, que c'était pas très cool. Du coup, ils vont retrouver de la qualité de vie, tu vois, bosser de 9h à 17h, s'occuper de ses enfants. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Ce genre de modèle. Et qui vont créer une nouvelle start-up parce qu'ils ont vu sur Capital un reportage sur Facebook et qui sont chauds, quoi. C'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors ça n'est pas mon cas. Moi, ces gens-là, j'avoue que je comprends pas très bien comment ils veulent vivre parce que face à eux, pour moi, pour chaque idée donnée, t'as 10 équipes dans le monde, dont des mecs qui ont la dalle. Ouais. Et en plus, j'avoue que je comprends pas pourquoi en France, il n'y a pas de founder technique, alors que c'est quand même eux qui ont fait les grosses boîtes de ce monde dans la tech. Ça change quand même ça, non?
ça change, voilà, on est deux aujourd'hui. Moi je sais quand j'ai commencé quand j'ai commencé, mais même pas ma première boîte, mais quand j'ai commencé Clever, j'ai eu des discussions hallucinantes où on me disait mais pourquoi tu recrutes pas un commercial pour être ton chef? Vous voyez, la tradition veut qu'ils s'échangent leurs cheveux. Voilà, le fouetteur devient tireur et le tireur fouetteur. Ils sont liés par les liens capillaires. Oui, c'est notre culture. Et du coup, on s'est dit, avec les gens du public ici, avec My Amateur, on a dit, ok, on va aider les gens qui ont faim, parce qu'il faut avoir la dalle pour être capable de lutter dans ce marché qui est mondialisé de la start-up. Et on va aider ces gens qui sont tech, qui sont des doueurs, parce qu'on pense que les designers sont des doueurs aussi et sont là également pour réaliser ça. On va prendre les doueurs jeunes, primo-entrepreneurs, étudiants, qui n'ont pas une thune et que personne n'aide, et on va leur offrir ce dont ils ont besoin pour créer leur première boîte, même si ça doit être un échec. Et on va donc leur filer un lit, on va leur filer de la bouffe, on va leur filer un bureau, et on va leur filer des connexions avec des mecs qui peuvent leur filer des coups de main. C'est un accélérateur plus logement, quoi. C'est ça. Et on ne leur prendra rien, ça c'est très clair. Il n'y a pas de share, il n'y a pas de part de la boîte, il n'y a pas d'argent. C'est genre une fondation, quoi. On donne, ouais, voilà, on est une fondation en fait. Enfin, on n'est pas une fondation parce qu'en fait en France, les fondations c'est un truc super compliqué. Il faut être légitime sous la Fondation de France, tout ça, mais bref. Là, on est un programme où on aide les mecs. C'est totalement vertueux. C'est génial. Tu peux le dire face caméra? Il est magnifique ce carrelage ou il est pas magnifique? Il est magnifique. Magnifique. C'est génial. Non, au-delà de ça. Ce projet-là, est-ce que ça te parle? Est-ce que tu penses que quand on a cette analyse-là, on est sur une analyse qui a du sens ou est-ce qu'on est complètement fou? Ça te parle cette idée de non, on va uniquement prendre des jeunes tech et les pousser à fond? Écoute, moi j'ai toujours été convaincu et j'essaye vraiment de transmettre ça. Je suis convaincu que depuis quelques années, c'est la revanche des geeks. Tu vois, pendant tellement longtemps. Non mais c'est vrai, on s'est servi de nous comme étant les mecs dans le bureau de merde en train de coder. Et maintenant, c'est nous qui avons le pouvoir parce qu'on contrôle les machines que tout le monde utilise. Le fameux moment où on était l'ingénieur informaticien. Ingénieur informaticien, je suis ingénieur informaticien. Voilà. Putain, comment j'ai... Et cette vidéo, quoi, ça nous a détruit pour des milliers d'années, quoi. Et regarde, maintenant, des hipsters. Voilà. Toi, t'as une clipper cut, moi j'ai une casquette, j'ai des bracelets. Ça y est, c'est fini, le monde il a changé, c'est nous maintenant qui avons le pouvoir. Et je suis complètement d'accord avec toi. Donc tu penses qu'on peut faire ça? Mais bien sûr, parce qu'il y a encore trop de gens tech à qui on dit que tu ne peux pas être entrepreneur parce qu'il faut avoir un sens business. Mais putain, mais ça s'apprend ça. Le business, en fait, c'est un truc vachement logique. Une fois que tu as pigé comment ça marche, quoi. Ouais, et en plus, toi, t'es plutôt connu pour avoir fait des catchlines. Ta grande spécialité, c'est quand même de faire un article. On va faire disparaître la technologie, je fais de l'AI pour tuer le boulot de mon père. Enfin, un gros sujet catchline quand même. C'est pas mal celui-là. Ouais, il était pas mal. Je me suis dit que tu poussais un peu, mais... J'ai été assez fier de ce titre, ouais. Mais ça aussi, ça s'apprend. C'est de l'ingénierie au final. C'est de l'ingénierie, mais avec des mots, avec des idées, avec des concepts, plutôt qu'avec du code et avec de la data. Donc une fois que tu as pris l'habitude, bah après... C'est un programme que tu écris. Un article, c'est un programme. C'est un programme qui doit transmettre une émotion, qui doit faire donner envie aux gens de te suivre, de t'écouter et d'acheter ton produit. Qu'est-ce que, selon toi, il faut absolument qu'on arrive à leur faire passer comme connaissance le temps du programme? Je réfléchis à ce que j'aurais aimé vraiment savoir, ce que j'ai appris en 4 ans. Moi, je considère qu'aujourd'hui, ce que j'ai fait en 4 ans, je serais capable de le faire en 6 mois si je recommençais. Tu as 3 mois, jour pour jour, top chronos. C'est la fameuse learning curve. Ouais. Il y a une des théories d'investissement qui existe, qui est une des théories de Jean de la Roche-Brochard et qui selon moi est très juste, c'est que on te dit oui mais si tu prends des gens expérimentés ça va bien se passer. Sauf que pour moi c'est faux, étant donné qu'en fait c'est ta fraîcheur et ta nouvelle vision d'un sujet qui en fait le disrupte. Bien sûr. Et ce que dit Jean, c'est les premières levées de fonds, en fait elles ont un sens, c'est filer du blé pour faire augmenter la learning curve des fondeurs. Et que les founders, en fait, bien sûr, après, ils te regardent et ils disent ouais, en fait, ça, j'aurais pu le régler en 6 mois, ça m'a pris 2 ans et demi, on a perdu beaucoup de blé. Mais en fait, tu as financé la learning curve des mecs pour qu'ils soient capables de disrupter un marché. Ça. Je pense que ça, effectivement, c'est une bonne théorie. À mon avis, une des choses les plus importantes, c'est qu'il faut que les gens comprennent que, premièrement, il n'y a rien qui se fait du jour au lendemain. 3 mois, mais 3 mois, avec combien de temps de retard? Parce que 3 mois, en 3 mois maximum, on peut avoir les plans, ça c'est bon, j'en fais mon affaire. Les fondations, il faut compter 2-3 mois. 3 x 4, 9. 3 mois, ça sera...
Ça ne semble pas très faisable, madame. La réalité, c'est que tout le monde a 100% de visibilité sur le passé, mais c'est très difficile de savoir qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va pas marcher. C'est très difficile d'anticiper les difficultés. On voit tous ces méga succès, les Snapchat ou même en B2B qui arrivent du jour au lendemain, mais en fait, ça s'est toujours fait graduellement pendant le temps. Ce qu'il faut, à mon avis, communiquer en premier, c'est qu'il n'y a pas de secret, quoi. Ta première idée, ça sera certainement pas celle que tu vas lancer. Et la réalité, c'est que c'est juste du crunching, et qu'il faut que tu aies du feedback tout le temps. C'est-à-dire que le pire des trucs que tu peux faire en tant que founder, et j'en ai été coupable moi-même, c'est d'être têtu et de ne pas vouloir voir qu'un truc ne marche pas. Cannabis! Cannabis! Allez! Enfin, il y a un moment, il faut être objectif. C'est quoi, par exemple, l'histoire qui ne marchait pas? Mais en fait, déjà, le jour où tu considères que ta boîte, c'est ton bébé, ça devient très difficile de cut des trucs. Tu vois, donc il y a un moment, il faut regarder, ta boîte, c'est un business aussi. Tu fais un produit, si le produit ne marche pas avec des métriques objectives, bah, tu quittes le produit, tu passes à autre chose, point. Et donc les métriques objectives, c'est marrant, c'est pas la première fois dans les interviews qu'on en vient à ce sujet des métriques objectives. Qu'est-ce qu'on appelle des métriques objectives? Qu'est-ce qu'on appelle pas une métrique objective? Ça dépend de la métrique que toi tu choisis pour ton produit. Par exemple, nous là, pour cette nouvelle plateforme vocale, notre première métrique c'est est-ce que les gens arrivent à créer un assistant de bout en bout sans avoir besoin de notre aide? Donc il y a une métrique en fait de facilité d'utilisation. Ensuite, la deuxième métrique, une fois qu'on aura bien rodé ce truc-là, ça sera combien de gens en fait arrivent à déployer sur un large nombre de devices leurs assistants. Et la troisième métrique, ça sera est-ce que les gens s'en servent vraiment à fond? Pourquoi? Parce qu'en fait, le business et le produit évoluent et en fonction de ce qu'on a besoin d'optimiser à un instant T, on va choisir une métrique principale. Mais évidemment, la métrique finale, c'est combien d'objets sur Terre et combien de personnes se servent de notre technologie. Mais ça, c'est une métamétrique. Mais après, tu as les métriques business au jour le jour qui sont vraiment fonction de ta roadmap. Des fausses métriques, c'est des trucs du style le nombre de sign-up. Pourquoi? Parce que avoir 10 000 mecs qui sign-up, je peux payer 10 000 mecs dans un pays qui vont faire des faux sign-up. Mais ça ne va pas être 10 000 personnes qui vont véritablement utiliser le produit. Ouais, on appellerait ça une vanity métrique. Là. Une vanity métrique, exactement. Nous, par exemple, une erreur qu'on a fait, c'est à l'époque, on a commencé par faire des apps mobiles. On a lancé, les gens ne le savent pas, mais on a lancé 17 apps différentes. Ah, quand même. Ah ouais. Même moi, j'avais pas suivi les 17 non, ans pour on être a tout à lancé, fait honnête. mais bien sûr, parce que la majorité n'ont été qu'en bêta. Donc on a lancé 17 apps et à chaque fois, on avait un principe qui était simple, c'était on va regarder comment les gens s'en servent. S'ils ne s'en servent pas comme on espérait qu'ils s'en servent et qu'il n'y a rien d'intéressant dans la manière dont ils s'en servent, on kill le produit, on passe à autre chose. Je vous accompagne pas, m'en voulez pas. Je vais rester ici et réfléchir un peu. Sauf qu'en fait, sur les 17 produits, il y en a 15 qui ont été faits dans la dernière année. Tu comprends? Les deux premiers ont mis beaucoup plus de temps parce qu'on voulait pas lâcher le morceau, quoi. Ouais, en fait, il y a un moment, tu t'es mis à multiplier les produits jusqu'à ce que tu trouves un angle où là, d'un seul coup, les courbes de chiffres t'ont intéressé et tu t'es dit, ok, faut qu'on parte là-dessus. Alors le mieux d'ici, vous suivez les baffes et normalement ils sont au bout là. Parce que là-dessus, il y a un sens, il y a une utilité, on est parti. Nous, en l'occurrence, notre conclusion, c'était que cet angle-là, ce n'était pas de faire nous-mêmes des apps, mais c'était de vendre notre technologie et c'était de se focaliser sur les objets plutôt que les smartphones. Mais tu vois, mais cet angle-là, on l'a appris parce qu'on a prototypé 17 choses différentes et qu'on arrivait à la conclusion qu'en fait, s'il y a tellement d'applications potentielles de notre technologie, c'est qu'il y a certainement de la valeur à l'offrir à tout le monde. En tant que founder, aujourd'hui, toi, tu as bossé dans une boîte avant de créer ta boîte. C'était où au final, en fait, ta vie professionnelle, c'est un peu de consulting puis Snips. Moi, j'ai toujours été entrepreneur. Hein, donc j'ai commencé à coder quand j'avais 10 ans, à 14 ans j'avais monté un réseau social, à 15 ans j'avais monté une agence web. J'ai commencé à faire du trading algorithmique en consulting pendant mon doctorat. Puis ensuite effectivement j'ai fait un peu de conseil. Les gens ne savent pas mais j'étais en train de bosser sur une autre start-up, peut-être à l'époque on s'est rencontrés, sur du machine learning appliqué à la nutrition. Ouais, complètement, on en a parlé longuement. Voilà, qui ensuite a donné lieu à Snips. Donc je ne sais pas ce que c'est que de bosser dans une grosse boîte et tu sais quoi, c'est pas plus mal parce que ça m'a permis de créer une culture, de créer un environnement de travail que je considère comme étant fair et qui n'est pas nécessairement market practice. C'est une autre culture. Parce que franchement, le market practice en majorité des boîtes, c'est de la merde. Donc ça, c'est un point qui est très important. Nous, c'est pareil, on a créé Clever entre autres parce que, ma boîte d'avant, parce que c'est pas Clever en tant que tel, mais la première boîte, créée entre autres parce qu'on a dit, en 3 rencontres d'entreprise, on a dit, ok, on va pas aller bosser dans ces endroits-là, ça va pas être possible en fait. J'aime pas trop beaucoup ça. Je
Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme. Donc, être entrepreneur, c'est une opportunité d'avoir une vision, de l'exécuter, mais aussi de créer une culture et de créer un environnement de travail pour les gens de son équipe qui est l'environnement que nous, on aurait voulu avoir. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en tant que founder, on ne profite pas en fait de la culture de notre propre entreprise parce que c'est nous qui sommes tout le temps un petit peu à l'extérieur. Exactement. Mais c'est une façon dont nous, on aime bien le voir. En tant que fondateur chez Snips, on sait aujourd'hui la culture, l'environnement qu'on crée, c'est pour que l'équipe soit tellement bien que leur seul souci, c'est de défoncer le problème qu'ils ont à défoncer. On parle de culture, on parle de s'amuser. Il y a un grand backslash qui est en train de se produire en ce moment dans les médias. On dit mais en fait bosser dans les startups c'est affreux, c'est des gens qui vous exploitent, etc. Des gens qui ont des expériences très rocket internet à Berlin. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Parce que moi, c'est vrai que j'en prends plein souvent la gueule. On me dit, ouais, mais attendez, vous, dans vos startups, vous demandez aux gens beaucoup, vous êtes des affreux, vous respectez pas le code du travail, machin, tout ça. Qu'est-ce que tu as à répondre à ces gens-là? Parce que j'ai l'impression qu'on nous identifie au global à un truc qu'on appelle les startups. Et moi, en fait, je me sens pas du tout concerné par Rocket Internet, quoi. Déjà, soyons clairs, je pense qu'il y a effectivement une culture startup qui est la culture de vraiment bosser, de se donner à fond. Il faut se poser la question, pourquoi est-ce que les gens acceptent de se donner à fond pour quelque chose? C'est parce qu'ils y croient. Hein, c'est tout simplement parce qu'ils adhèrent à la vision. Quand tu recrutes ton équipe, tu ne recrutes pas ton équipe en leur disant tu vas bosser comme un chien. Tu recrutes ton équipe en disant voilà ce qu'on est en train d'essayer de faire sur cette planète. Et la personne, elle y croit. Elle a le choix en général. Si tu recrutes des gens compétents, il peut aller où il veut. Hein, il ou elle peut aller où il veut. Mais si la personne décide de venir chez toi, c'est que quelque part, tu es véritablement en train de résoudre un problème qui est important. Et franchement, faudra être un hypocrite pour dire qu'un gros problème, ça se résout facilement. J'ai souvent vu des jeunes founders avoir un problème dans la team. D'abord avoir un problème pour donner a posteriori, genre 3 mois, 4 mois plus tard, le rôle de co-founder à quelqu'un qui était officiellement pas là, effectivement, aux 3 premiers mois. Mais moi, je sais qu'il y a des gens qui ont récupéré le rôle de co-founder chez Clever parce que je considère qu'ils m'ont aidé à refonder la boîte. Quelle position tu as là-dessus? Moi, je pense que c'est parfaitement normal. Je suis arrivé en premier chez Snips, puis j'ai eu mon deuxième co-founder qui est arrivé, qui a ramené un troisième co-founder. Entre mon premier et mon deuxième co-founder, il y a eu 6 mois. Mais c'est pas grave. En fait, si tu veux, ça fait partie du jeu. Et d'ailleurs, c'est un petit peu controversé, mais je pense que le rôle du founder, quand ton équipe grossit, donc nous on a une quarantaine aujourd'hui, on a recruté des gens brillants pour nous aider à manager la boîte, sur le leadership. Je pense que le fait d'être founder, honnêtement, ce n'est qu'une question de temps. C'est un titre qui n'a même pas nécessairement un impact en termes de leadership sur le long terme. Non, clairement, mais j'ai vu des boîtes se déchirer en fait sur cette question-là. L'autre question, c'est, tu viens de dire, on demande à des gens de se donner beaucoup. Ouais. On demande à des gens une énorme préhension. Qu'est-ce que tu penses des shares là-dedans? Est-ce qu'on doit faire de la stock option? Comment ça fonctionne chez vous? Quelle est ton envie là-dessus? Est-ce que tu as un avis sur ce point-là? Donc nous aujourd'hui, sur 2 rounds de financement, on a à peu près donné 20% de la boîte à l'équipe. D'accord? Donc si tu regardes en termes de volume, c'est énorme, c'est plus que la moyenne largement. On est très généreux avec les stock options, notamment avec les gens seniors, avec un petit peu les personnes clés dans l'équipe. On est parti au début sur un modèle assez simple de vesting sur 4 ans. Je suis en train en ce moment de complètement repenser ça. Je pense que les stock options, le concept de donner à des gens un peu stock option, mais à tout le monde sur 4 ans avec un vesting d'1 an, ça n'a strictement aucun impact. Pense-y. Le mec qui a quasiment rien, qui est là depuis 1 an, tu vends ta boîte 100 millions, ce qui est génial. Toi, en tant que founder, tu as gagné beaucoup d'argent. La quasi-totalité de l'équipe, après impôt, n'a rien touché. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été là assez longtemps avant la sortie, parce qu'ils ont un pouillème de trucs. Et j'en suis arrivé à la conclusion qu'il valait mieux, en fait, peut-être repenser ce système de stock option, ne plus donner de bonus au sign-up, mais en fait donner des stock options chaque année de manière régulière, sans vesting, en fonction de comment est-ce que la boîte elle évolue. C'est marrant, c'est exactement mon point de vue. En fait, on revient à des bonus annuels plutôt qu'à des sign-up bonus, sauf pour les gens comme les CXO, les VP qui eux rejoignent parce qu'ils veulent un truc. Pourquoi? Parce que ça permet à ceux qui véritablement se démarquent du lot de toucher un gros paquet au moment où il y a un exit. Et ça c'est très amusant parce qu'en fait, on récupère une vision, et je l'ai vu dans beaucoup de startups gérées par des techniciens, une vision beaucoup plus généreuse en termes de partage du capital, qui du coup génère un esprit de corps fondamental. Chez Clever, la boîte n'a jamais vacillé en termes d'équipe.
parce qu'on a un esprit de corps qui est fondamental, parce qu'il y a aussi un vrai côté, genre, les parts, on les donne, c'est pas un problème. Et même, je te mettrai pas de vesting sur les parts. On avait des parts qui étaient initialement vestées. Quand un des mecs s'est barré au bout de plusieurs années de très bon boulot, il m'a dit, bah, du coup, je vais perdre mes parts. Et je lui ai dit, non, j'abandonne ton vesting et je te les laisse. Parce que t'as donné, en fait. T'as tellement donné. C'est ça qui pas de point avec ça. De toute façon, on va en générer plein d'autres départs. Tes pourcentages, ils vont se fondre. Et surtout que la réalité, c'est que l'intérêt du vesting à la base, c'était de retenir du talent. Mais franchement, un mec qui a un pouillème de ta boîte, ben, il s'en fout de rester 4 ans pour ce pouillème, quoi. S'il reste 4 ans, c'est parce qu'il a envie d'être là, parce qu'il a envie de contribuer. Et il faut reconnaître que quelqu'un qui est vraiment motivé, qui est vraiment en train de contribuer, eh ben, si la boîte est successful, il doit être successful. Et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie. Bon Rand, merci beaucoup d'être venu. J'espère qu'on aura le temps de te choper entre Paris et New York pour que tu viennes boire un coup avec nous à la caserne. C'est beau ça, c'est quoi la caserne? Parce qu'en fait, My Amateur a lieu dans une caserne. On nous a filé une vieille caserne désaffectée. C'est génial. Et mais en fait, elle est super, c'est en centre-ville, c'est un bâtiment ancien en fait. C'est un truc vachement cool. Et du coup, pour mettre les gens. Et c'est également à Saint-Nazaire, dans l'ancienne base navale, c'est de sous-marins et tout. Et il y a un moment, il y a un festival de musique. Enfin, on va faire du camping urbain. On va, non, moi, j'adore Nantes, hein, personnellement. Ma famille habite ici, donc je viens dès que j'ai l'occasion de venir. Avec grand plaisir pour participer, pour aider, pour venir. Ok mec, c'est super. Bon, bah je vais faire comme Rand, je vais parler directement aux machines. Ok Google, like cette vidéo et follow cette chaîne. Dis Siri, like cette vidéo et follow cette chaîne. Et puis bon, le prochain épisode, c'est moule frites pour tout le monde.